Alors, merci à tous de nous rejoindre et merci pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, avec des pensées particulières pour celles et ceux qui nous suivent à Châlons-en-Champagne, je sais qu'il y a des gens qui ont pitché et qui viennent de là-bas et qui sont nombreux. Installez-vous rapidement les retardataires, je ne veux viser personne, mais si vous voulez qu'on puisse quand même un peu sanctuariser la pause déjeuner. Et là, normalement, j'ai votre attention parce que je sais que c'est important. Merci de vous installer. Et Steve Géco, Monsieur le Président, rejoins-moi sur scène pour qu'on puisse commencer cette cérémonie des trophées RSE Grand Est, la 4e édition. La 4e édition. La 4e édition. Alors en 2020, il n'y en a pas eu, parce qu'évidemment à distance, ça aurait été trop triste et puis trop compliqué à organiser. Donc nous sommes là pour désigner les successeurs, ceux qui donc font succession à ceux de 2019. Merci. C'était un petit pari, et voilà, c'était assez facile à réaliser. Tu me l'as volé. Je suis désolé. Est-ce que tu peux nous faire une petite carte météo, nous dire un peu ce que vaut ce cru de la région 2021 qu'on découvre sous nos yeux avec des participants qui viennent de partout, avec une petite palme évidemment à la ville où nous sommes, qui est à l'initiative de 20 projets, ce qui ne signifie pas qu'elle aura des lauréats pour autant. Tout figure sur la diapo. Effectivement, pour démarrer, je l'ai rappelé ce matin, donc 52 candidatures. Tu l'as rappelé, il n'y a pas eu d'édition en 2020. Donc la référence, c'est celle de 2019. Et là, nous avions une trentaine de candidatures. Donc vous voyez déjà l'inflation aussi. Là, vous voyez apparaître les logos des différents porteurs de projets. Ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parle bien des trophées RSE du Grand Est. Donc nous avons à peu près 60% des projets qui sont portés à la connaissance du jury qui émanent d'organisations, d'entreprises ou de structures basées en Alsace, 20% en Champagne-Ardenne et 20% en Lorraine. Donc ça commence à aussi avoir une meilleure représentativité, on va dire, dans l'origine géographique des entreprises porteurs de ces projets. Alors, je me répète chaque année, mais c'est vrai que les trophées RSE, c'est surtout l'occasion un petit peu de démystifier l'engagement, en tout cas qui peut être pris par un certain nombre d'entreprises dans le domaine de la RSE, puisque vous le verrez au travers des présentations. Je ne vais pas évoquer le nom des lauréats, ça ne saurait tarder, mais vous verrez que ça n'est pas, je dirais, ça ne concerne pas que des grandes entreprises pour des grandes actions. Enfin voilà, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de petites actions justement, et je dirais c'est ce qui importe. En tout cas, c'est je dirais l'impact que peuvent avoir ces actions au niveau et de l'entreprise, des parties prenantes et du territoire. Je vais en profiter déjà pour remercier les membres du jury. Ils étaient au nombre de 14, je ne vais pas les citer, je sais pas, voilà, ils apparaissent, ils s'affichent devant nous. Remercier bien évidemment nos partenaires. Donc cette fois-ci, je vais les citer parce que ils sont moins nombreux que la diapo que tu as présentée à l'ouverture de la conférence. Donc il y a l'ADEME, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Adréal, l'Eurométropole de Strasbourg, la région Grand Est et le soutien aussi de l'AFNOR. Voilà. Je vais juste simplement conclure que, bon, et vous le verrez maintenant dans la présentation des projets des 4 lauréats, qu'il y a, je dirais, pour nous tous, en tout cas, des actions extrêmement inspirantes. Et je ne peux que vous inviter ensuite à prendre la tâche de ces personnes au moment du déjeuner pour en savoir plus. Merci. Merci à toi Steve, je te laisse reprendre tes notes. Juste un petit mot sur le fonctionnement du jury pour rassurer tout le monde sur l'impartialité de l'Initiative Durable. L'Initiative Durable a piloté mais n'a pas pris part au vote. Ce sont les 14 membres que vous voyez et qui représentent l'ensemble des secteurs qu'on va récompenser dans quelques instants, à la fois sur les volets sociaux, environnementaux, nouveaux modèles. Il y a aussi une diversité territoriale et puis, et ça c'est une des spécificités et une des belles initiatives qu'on retrouve dans les trophées RSE Grand Est, c'est que vous arrivez à former une communauté. Et donc, il y a d'anciens lauréats, parce que j'aperçois le nom de Régine Crouet, qui avait été lauréate en 2019 pour le passage aux 4 jours chez JC Logistique, et encore Mathieu Urban, le cofondateur de MyFood. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Steve. On commence sans plus tarder. On va remettre 4 prix maintenant. Et ce soir, en plénière d'ouverture, il y aura encore l'occasion de vous faire bosser pour avoir un prix du jury. Et on va commencer, que je ne vous dise pas de bêtises, avec le trophée éco-technologie. Je voudrais pour ce faire être rejoint par Jérôme Béton sur scène. Vous étiez dissipé? Ah, bravo. Ah, bravo. Non, non. Vous avez fait durer le suspense. Voilà, c'est une des spécificités de l'ADEME. Alors peut-être une innovation. Tout est innovation. Alors bon, vous avez dans l'enveloppe, comme au César, le nom du lauréat. Vous allez nous le faire découvrir et pendant que le lauréat montera sur scène, on aura une petite vidéo qui nous présentera l'initiative en question et ensuite on en discutera plus longuement avec vous, évidemment. Donc c'est le moment. Roulement de tambour que vous pouvez faire vous-même. Il faut tout faire. Bah alors, ouais, c'est tambour alsacien. Le lauréat du trophée écotechnologie et Green Tech Innovation. En France, dans l'éclairage public actuel, il existe 9,5 millions de points lumineux et seulement 10% d'entre eux sont des lampes à LED. Partant du constat que la majorité des lampadaires publics actuels sont très énergivores et que 75% des luminaires sont obsolètes, il est crucial de repenser l'éclairage public. GreenTech Innovation fait de cette remise en question son cheval de bataille. Cette start-up incubée à Metz depuis 2019 a lancé en 2020 son lampadaire solaire Solar E-Light, le premier luminaire extérieur à énergie positive. La solution, c'est le Solar E-Light, le luminaire autonome connecté qui produit plus d'énergie qu'il ne consomme. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est autonome énergétiquement dans nos régions, donc pas forcément sur des régions qui sont propices aux ensoleillements. Donc ça aussi, ça change radicalement la donne. Mais surtout, il est avec une électronique embarquée qui permet justement de pouvoir prendre en considération les usages de la Smart City et de pouvoir interagir avec son environnement. Les fondateurs, ils voulaient être vraiment acteurs donc, de l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on a pensé très très tôt, donc, lors de démarrage de la société, une charte RSE. Et cette charte RSE qui va remplir en fait, des objectifs à terme, à savoir le bien-être au niveau de la société et justement le choix des projets en relation avec ces valeurs-là. Grâce à une gestion s'appuyant sur des capteurs environnementaux connectés à des algorithmes d'intelligence artificielle, le luminaire permet de proposer des stratégies de gestion de l'énergie. En plus de l'éclairage, d'autres appareils connectés tels que la vidéosurveillance pourront profiter de la production énergétique du lampadaire. Il est ainsi possible de générer de nouvelles recettes, mais aussi de consommer ou revendre l'énergie en surplus. Le luminaire autonome connecté intelligent Solar E-Light s'adapte à son environnement. Il réduit sa luminosité en fonction du lieu et de la fréquentation. En une année, cette solution a déjà séduit une dizaine de clients qui ont commandé près de 500 luminaires. Mais pour GreenTech Innovation, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs pistes d'amélioration sont déjà en cours d'exploration. On a travaillé sur la partie batterie, le fait de changer le matériau pour le matériau de la batterie pour avoir une densité plus élevée de stockage d'énergie et pour avoir une autonomie aussi pour faire fonctionner le luminaire. Donc il y a d'autres axes pour minimiser les émissions de CO2. C'est la partie matériaux de luminaire. Donc, par exemple, là, on travaille sur la partie structure du luminaire et on va changer tout ce qui est métallique par des fibres végétales. La start-up a été labellisée par le pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie en mars 2020 et ensuite par l'ONG internationale Solar Impulse en novembre 2020. Le label de Solar Impulse a permis à GreenTech Innovation de pouvoir briller au Consumer Electronics Show 2021 de Las Vegas. Merci.
Excusez-nous, on était un peu dissipés pendant la vidéo, parce que je voyais qu'il y avait des cartons d'un célèbre logisticien américain avec un sourire et qui n'était pas complètement écolo, mais il me disait qu'il allait réussir à les convertir et qu'il allait avoir des petites victoires. Donc voilà, félicitations en tout cas de Strasbourg à Las Vegas. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes quand même spécialiste des économies d'énergie? Je pense que d'abord, on est réunis ici et je pense que la majorité des personnes sont convaincues ou sur le point de l'être. Les innovations conçues dans une démarche et une logique d'économie circulaire, c'est possible, c'est une réalité. Et je remercie Initiative Durable de mettre en lumière, grâce à ces trophées, ce type de réalité. La deuxième chose que je retiens, c'est le numérique. Le numérique au service de la sobriété. C'est une part de la solution. Le numérique est souvent décrié pour son intensité, le côté énergivore, le côté consommateur de métaux rares, mais c'est aussi une partie, un outil qui permet, avec l'intelligence artificielle, d'actionner le levier de l'efficacité énergétique pour utiliser l'énergie juste là où elle est nécessaire. Pas plus, pas moins. Et puis, le troisième point, je ne sais pas si GreenTech Innovation s'est appuyé sur une démarche d'éco-conception ou d'analyse cycle de vie, mais l'esprit est là. L'ADEME porte beaucoup et incite beaucoup les entreprises à s'engager dans ce type de démarche. 35 millions d'euros dans le cadre de France Relance pour accompagner les entreprises dans ce sens, pour produire des produits durables, pour objectiver la performance environnementale des produits et même des services, et puis pour se donner une trajectoire d'amélioration du produit pour aller chercher, comme vous venez de le dire, le petit carton là qui a son sourire pour trouver un carton qui est produit localement parce qu'il y en a dans le Grand Est, qui est produit avec des énergies renouvelables parce qu'il y en a aussi dans le Grand Est, à partir de matières recyclées parce qu'il y en a aussi dans le Grand Est. Donc tout ça, il faut aller chercher ces solutions-là. Et puis la dernière piste pour s'engager et convaincre de s'engager dans cette démarche-là d'éco-conception et d'analyse cycle de vie, j'ai envie de dire qu'on est tous sensibles à la RSE, c'est le sens du trophée. Ça permet de fédérer, de mobiliser toute une équipe, et on l'a vu dans le film, autour d'un projet, autour d'un produit qui va permettre de transformer la société dans la trajectoire bas carbone, neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, pour toutes ces raisons, je souhaite du succès, de la satisfaction à GreenTech dans le développement de son offre et la diffusion de ses produits. Merci beaucoup. Alors David, qu'est-ce qu'on vous souhaite en plus là, après Solar Impulse, maintenant le trophée Grand Est, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2022? Mais écoutez, en tout cas, je voulais juste signaler que pour nous, ce trophée RSE est très important. C'est pour une reconnaissance par rapport à tout le travail quotidien de fourmi que nous faisons effectivement jour après jour depuis 4 ans et demi. La société est toute jeune, depuis 1 an et demi. Voilà, on a commencé le 11 mai 2020. C'était déjà un premier signe, voilà, le jour du déconfinement. Mais toute cette réflexion, tout ce travail qui est fait au quotidien, que ce soit chez nous, voire aussi au niveau de nos partenaires, et on va en parler du petit carton avec le petit sourire, effectivement, et vous allez voir que ça a du sens. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ces solutions ne peuvent, en tout cas, exister que par les interconnexions qu'elles ont entre elles. Et ça, on y est extrêmement sensible, non pas simplement en fait, pour développer un produit, une technologie, mais aussi tout un écosystème. Aujourd'hui, ce trophée RSE, ce n'est pas simplement pour GreenTech Innovation, aujourd'hui notre start-up, c'est vraiment pour tout un écosystème qui gravite autour de nous. On ne serait pas aujourd'hui GreenTech Innovation si on n'avait pas effectivement bénéficié de tout cet écosystème du Grand Est, il faut le dire, parce que c'est la réalité. Et ce n'est pas du tout, encore une fois, des compliments qui sont usurpés. C'est le quotidien. On nous accompagne à chaque pas de la start-up pour nous aider à réussir. Pour cause, par exemple, voilà, on vient d'atterrir juste hier justement de l'exposition universelle de Dubaï, où nous étions en fait accompagnés par le Cluster Lumière,
qui a eu la gentillesse de nous prendre dans ses bagages pendant une petite semaine et de mettre en avant notre solution aujourd'hui qui est présentée dans les trophées RSE. Donc c'est encore une fois une vraie reconnaissance de tout un écosystème qui nous met en avant et on voit effectivement que les solutions qu'on a tendance à développer pour l'environnement, en faveur de l'environnement, bien sûr on a le label Solar Impulse qui est extrêmement important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il récompense des solutions qui ont à la fois un impact très important pour l'environnement, c'est le cas, c'est la volonté, c'est la genèse même de notre société, mais en même temps, et il faut le signaler parce que c'est une réalité aujourd'hui, des solutions qui doivent être développées, ce sont des solutions qui se doivent d'être économiquement rentables. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir appuyer sur l'accélérateur et d'avoir un vrai sens à apporter. Aujourd'hui, l'environnement, ça n'est plus une option. Ça doit faire partie de nos réflexions en fait, fondamentales et pas simplement pour avoir soit un côté environnemental, soit un côté économique. Les deux peuvent être associés et on souhaite effectivement être un des exemples qui permettent de pouvoir, en tout cas, réconcilier à la fois le côté environnemental, on l'a parlé tout à l'heure sur le produit, mais aussi le côté social. Notre équipe aujourd'hui, elle est extrêmement soudée, ça nous fait extrêmement plaisir. Dès le début de la société, on a souhaité mettre en place une charte RSE de bonne conduite pour ne pas, je dirais, migrer vers des chimères qui, effectivement, nous laisseraient, en tout cas, nous perdre, en tout cas dans la ligne directrice qu'on souhaitait, en fait, au départ de la société. Pour répondre aussi à une question aussi qui m'est chère, on a déposé il y a 2 mois à peu près un dossier d'accompagnement à l'ADEME, d'éco-conception. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important pour nous de remettre à plat l'entièreté de tous nos composants, nos fournisseurs, les déplacements, et pour avoir en fait une étude de cycle de vie sur nos produits, certes, mais en même temps, pour pouvoir aussi nous permettre aussi d'être, un conseiller vis-à-vis aussi de nos partenaires. Pour cause, juste un petit exemple, et je pense que les exemples sont riches oui, très vite. On a consulté en fait notre dispositif d'éclairage se veut être autonome, non seulement pour la partie éclairage, mais aussi pour l'intégration de toute une série d'objets connectés qui sont utiles à la Smart City, en tout cas à la ville de demain. Et on a souhaité que notre luminaire puisse alimenter énergétiquement justement l'ensemble de ces objets connectés qu'on allait pouvoir intégrer. On a fait une expérience il y a un peu plus de 2 ans et demi avec le numéro 2 mondial de la vidéosurveillance et où il nous a confié en fait une de ces caméras qui consommait 90 watts à l'heure, ce qui est très énergivore. Quelques 8 à 9 mois après les réflexions et les collaborations avec leurs équipes effectivement techniques, ils nous renvoient la même caméra, les mêmes fonctionnalités avec 4 watts à l'heure. Comme quoi c'est possible. Et pour nous, faire bouger un numéro 2 mondial qui n'a pas du tout en fait, de référence à pouvoir apporter, il nous a dit je n'y avais pas pensé parce que l'énergie était à profusion et votre dispositif m'a fait effectivement me poser la question. Voilà. Et désolé d'avoir été aussi long. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, on va vous laisser le remettre officiellement. Je vous remets donc le trophée. Un petit stock de carbone à partager avec votre équipe. Il est en bois. Il faut sourire pour la postérité. Merci beaucoup à vous deux. Et puis on va vous laisser évidemment le temps du déjeuner faire avancer ce dossier d'éco-conception à l'ADEME. Vous devriez pouvoir faire quelque chose, Jérôme. Merci beaucoup. Encore bravo, vous vous éloignez pas trop. On fera une photo de classe à la fin avec l'ensemble des lauréats. On va passer sans plus tarder au second trophée sur le nouveau modèle et je voudrais que Pierre Roth me rejoigne sur scène. Donc, cher Pierre, vous avez compris le principe. D'abord, on tue le suspense et après, on explique pourquoi le jury ne s'est pas trompé. Vous avez le droit de faire monter pour voir si vous avez un petit peu progressé en tambour. Trophée nouveau modèle est attribué à Comaun. Au bout de ce couloir, une start-up, pas comme les autres, fait son nid à Strasbourg.
Common est une SCIC, société coopérative d'intérêt collectif. Son défi, rendre le monde de l'électronique plus responsable et durable. Concrètement, Common propose la location longue durée sans option d'achat d'appareils. Ces téléphones, ordinateurs ou casques audio sont inscrits dans une logique d'éco-conception et une démarche plus éthique. Je me suis lancé là-dedans, donc d'abord parce que j'étais plus en accord avec la vision de l'électronique dans mon métier précédent. Et je me suis aussi lancé là-dedans parce que en fait, je suivais l'aventure Fairphone donc au tout début, donc j'ai eu le 2 en précommande. Et à ce moment-là, en France, il n'était pas distribué, il n'y avait pas de support technique et surtout, il n'y avait pas de modèle économique qui permettait d'être en accord avec la durabilité de l'appareil. C'est-à-dire qu'en fait, Fairphone vend ses appareils et une fois qu'ils auront saturé leur niche, eh ben, ils ne pourront plus rien vendre puisque les appareils sont conçus pour durer beaucoup plus longtemps. Donc l'idée, c'était d'avoir un business model où on fournit du service, ce qui fait que là, on a intérêt à le fournir dans la durée. Et donc, on se retrouve avec un modèle économique cohérent sur la durée, avec des appareils qui durent. Common prévoit de faire durer ces appareils 2 fois plus longtemps que le taux de renouvellement actuel. Pour atteindre cet objectif, la SCIC s'appuie sur son modèle économique qui permet de suivre les appareils sur plusieurs cycles de vie. Chaque client est incité économiquement à garder plus longtemps son appareil en usage. Quand il a vraiment besoin de changer d'outil, l'appareil est reconditionné et remis en service. Et enfin, quand l'appareil est irréparable, il devient une source de pièces détachées pour en réparer d'autres. L'intérêt de la location avec service, au lieu de la vente, en fait, est double. Donc d'une part, pour les producteurs, on va avoir un modèle économique qui fait que plus l'appareil dure, plus on s'y retrouve économiquement. Et d'autre part, pour les particuliers ou les clients professionnels, on va avoir une entreprise qui va garantir que s'il y a un problème, il sera géré, y compris après la garantie constructeur. Donc que par exemple une panne de micro au bout de 7 ans sera gérée aussi. Typiquement, la coopérative va rassembler plusieurs producteurs et on fournit les produits. Donc pour les smartphones, il y a Fairphone, mais il y a aussi du Crosscall. Pour les PC, on a la marque suisse Y ou la marque française PCVR. Et donc l'ensemble de ces produits vont être plus réparables. Les appareils qu'on fournit sont plus éthiques et plus écologiques. Ça va dépendre des fournisseurs. Donc dans le cas typiquement du Fairphone, qui est un de nos fournisseurs, on se retrouve avec une chaîne de valeur qui est contrôlée par Fairphone. Au niveau écologique, il y a des matériaux recyclés dans le Fairphone. Et au niveau, surtout ce qui nous intéresse nous, c'est au niveau éco-conception et réparabilité. Ce sont des appareils, donc ça c'est tous nos appareils. Common comptera bientôt 2000 appareils en service, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels. La SCIC a aussi à cœur de participer à des concertations publiques dans le cadre de travaux préliminaires associés à certaines avancées législatives. Common se veut le fournisseur militant d'appareils électroniques éco-conçus et de services pour lutter contre l'obsolescence programmée. La coopérative n'a donc pas fini de faire parler d'elle. Alors Pierre, on a quand même là une superbe initiative de lutte contre l'obsolescence programmée extrêmement concrète. Le vice-président de l'Eurométropole applaudit et trouve que le jury ne s'est pas trompé. Je suis sûr que le jury ne s'est pas trompé parce qu'au-delà de la lutte contre l'obsolescence programmée, on est dans l'économie fonctionnelle. On n'a pas besoin d'être propriétaire de son matériel, on peut le louer à Common. On est dans l'économie sociale et solidaire, et je les félicite, c'est une coopérative. Intérêt général, intérêt collectif, utilité sociale. On est sur du numérique responsable et durable, donc que des avantages. Et en plus, c'est des Strasbourgeois, donc vice-président de l'Eurométropole, je suis content, même si je suis dans Lorraine, ça aurait été à Lorrain, ça n'aurait pas été grave. Mais on est vraiment devant de l'innovation d'intérêt général et qui montre que intérêt général et développement économique, ça peut fonctionner ensemble et ça doit fonctionner ensemble pour sauver la planète et nous permettre de mieux vivre. Ah, bravo. Je ne sais pas lequel de vous trois veut être porte-parole. Peut-être rappeler ce qu'est une SCIC. Tout le monde ne connaît pas les principes de la société coopérative d'intérêt collectif. Et puis dites-nous un petit peu comment ça s'est monté, Common. Est-ce que c'était vraiment dans un garage comme dans la Silicon Valley? Oui, effectivement, on commence tous, enfin peut-être pas tous et toutes dans un garage, mais c'est vrai que pour le coup, les premiers locaux ressemblaient véritablement à un garage. Mais donc une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une structure qui permet de fédérer autour d'un même objectif tout un ensemble de parties prenantes de façon la plus horizontale et transparente possible, dans le sens où tout le monde dans une SCIC peut être sociétaire. Ce matin, on a eu dans la plénière introductrice
illustratrice des enjeux qui ont été évoqués, mais pour nous, il y a quand même un enjeu fort à rompre avec le modèle capitaliste standard qu'on estime être profondément extractiviste et injustement la source d'exploitation humaine complètement désastreuse. Et à ce titre, le modèle de SIC permet de se détacher un petit peu de ce modèle-là, puisque par exemple les clients de la coopérative vont être capables d'être sociétaires de notre solution. Et de fait, ils vont avoir un droit de regard sur la façon dont on conçoit les offres, ils vont avoir un droit de vote en assemblée générale, ils vont avoir accès au bilan comptable, au rapport d'activité. Et de cette sorte, si nous, notre offre, on ne l'optimise pas dans l'intérêt des clients, au bout d'un moment, ils vont se dire « Non mais attendez, vos mensualités, elles sont complètement abusées, vous faites des marges astronomiques, vous distribuez des dividendes, enfin bon, ça risque pas trop d'arriver. Eh bien, on n'est pas d'accord, quoi. » Donc, il y a vraiment ce souci-là dans la façon dont on conçoit les offres, dès le départ, d'intégrer l'intérêt de toutes les parties prenantes. Et donc après, on peut avoir des collectivités, on peut avoir des producteurs, on peut avoir des partenaires de communication pour ensemble essayer d'aller dans cette direction de lutte contre l'obsolescence programmée, sachant que dans le domaine du numérique, on part de très très loin. Et ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'avant de souscrire à notre solution, la première solution, c'est voir si on ne peut pas éventuellement se passer d'un smartphone, parce qu'on parle digitalisation, on parle plein de choses, mais aujourd'hui, les enjeux du numérique vont faire face... Enfin, aujourd'hui, on a des crises sur les semi-conducteurs, on a l'explosion des matières premières avec le cours du cuivre qui s'enflamme, pour ne citer que celui-ci. Demain, on va commencer à devoir faire des choix entre ce qu'on est capable de produire et ce qu'on va devoir rationaliser, parce que là, pour l'exemple des semi-conducteurs, à Taïwan, on a déjà demandé aux agriculteurs de faire de l'effort sur leur consommation d'eau douce au profit de la production de semi-conducteurs. Donc à Taïwan, on demande de produire de l'électronique plutôt que de la nourriture. Donc à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Donc premier point, est-ce que vous êtes capable de vous passer d'un smartphone? Si oui, ne venez pas chez nous. Deuxième point, est-ce que vous avez un smartphone qui fonctionne? Si oui, conservez-le le plus longtemps possible. Et éventuellement, vous pouvez prendre l'initiative, vous garder dans un coin de notre solution. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est faire durer le plus longtemps les machines. Et puis donc, après, on fait aussi un peu du plaidoyer pour poser des mesures un peu plus radicales au niveau des politiques publiques qui ont été mises en œuvre. Et à ce titre, j'ai vraiment particulièrement apprécié l'intervention de Léa ce matin. Parce que, au-delà de faire peser le poids de la responsabilité sur les citoyens, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sociétalement aux mesures structurantes qu'on doit mettre en œuvre dans une situation d'urgence, en fait. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. On voit passer plein de projets de loi qui se drapent dans des velléités environnementales qui sont les uns après les autres torpillés dans leur intention qui était louable au départ, et puis au final, on accouche d'une souris. Et donc on fait partie de ces gens-là qui essayent de tirer la couverture dans la bonne direction, et franchement on ne pèse rien. Et j'incite tous les acteurs économiques qui sont dans la salle à se saisir de ces actions de plaidoyer, de concertation, parce que quand on observe dans le secteur du numérique qui sont en face et la puissance de tir qu'ils ont, si des acteurs alternatifs tels que nous ne se mobilisent pas, ben, la bataille elle est perdue d'avance en fait. Donc voilà quoi, mobilisez-vous, allez dès qu'on vous donne l'opportunité d'aller pousser des mesures radicales, il faut le faire, quoi. Prolongation de la garantie, bravo. Je vais vous laisser recevoir le trophée en bonne et due forme pour la photo. Mettez-vous bien dans la lumière, voilà, pour la postérité. Je m'en veux de balancer quand même, mais à l'accent d'Adrien, strasbourgeois d'adoption récente, hein, non sous chien quand même. Hein. Mais ça compte quand même. Hein. L'immigration n'a jamais tué personne, voilà. Faut le rappeler. Bravo, vous vous éloignez pas trop, merci Pierre. À tout de suite. Et on passe au trophée de l'impact social avec Christophe Camp. Alors, est-ce que vous progressez? Parce qu'il est allé très vite. Hein. Vous pouvez nous faire un micro-tambour? Alors, le trophée de l'impact social est décerné à Proévolution. Si vous avez besoin de moi, on discute ensemble. Ok, donc partez, vous échauffez tranquillement.
Nous sommes à Brunstadt-Diedenheim, près de Mulhouse, et non, ce n'est pas un cours de sport comme les autres que ces jeunes vont suivre. Ici, on parle insertion professionnelle et projet de formation. L'association Élan Sportif et l'entreprise Proévolution travaillent main dans la main pour proposer aux jeunes de 16 à 30 ans un parcours d'insertion ou de réinsertion un peu particulier. Proévolution est une entreprise qui intervient dans la gestion de vie du cycle de capital humain, ce qui veut dire que nous intervenons dans le IN, c'est le recrutement et la chasse de tête. Ensuite, nous faisons le renforcement des talents existants, du coaching individuel, du coaching collectif. Notre projet consiste aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat avec l'Élan Sportif, qui est une association d'insertion de sport à Mulhouse, à accompagner les jeunes dans le cadre d'un projet professionnel qui peut impliquer une formation, mais qui peut aussi impliquer, compte tenu du contexte économique du moment, une recherche d'emploi. Et là, nous faisons le rapprochement entre les besoins, le projet du jeune et les besoins de l'entreprise. À l'aide de plusieurs partenaires, les personnes en décrochage professionnel issues notamment des quartiers défavorisés sont repérées. L'Élan Sportif les invite alors à pratiquer un sport avec un coach spécialisé en éducation sociale et professionnelle. Quant à Proévolution, elle promeut ses profils auprès des entreprises pour les y intégrer. Avantage de cette démarche, allier les bienfaits et l'ouverture du sport à l'insertion professionnelle. Le sport leur permet d'aller au bout d'eux-mêmes, de se confronter, de casser les barrières limitantes. Parce que certains arrivent en disant « moi, jamais fait de sport, j'y arriverai pas ». Et au fur et à mesure, on voit qu'ils arrivent. Et que même eux sont étonnés, donc automatiquement, ça casse cette barrière. Et ça leur donne une certaine estime d'eux qu'ils n'avaient peut-être pas avant. En même temps, ça crée une certaine solidarité entre eux. Et ensuite, on fait des transferts en entreprise. Comme en entreprise, si on a besoin de quelqu'un vient nous aider, et on est plus fort ensemble. Pourquoi je me suis inscrite à ces ateliers? C'est pour trouver une formation et si je peux aussi un travail. Enfin, d'abord, plutôt une formation d'abord. Dans la semaine, on a du sport et on va à l'IRFA aussi. Là-bas, on cherche sur le travail qu'on veut faire, on fait les CV. Déjà, je fais quelque chose. Parce que d'habitude, sans ça, je faisais rien. J'étais dehors. Et ça me met en forme. Le principal rôle est le côté humain. Parce que quand ils viennent, on ne les connaît pas, on écoute leur parcours, toujours sans aucun... Ce qui est important, c'est d'avoir aucun jugement de valeur. Parce qu'on a tous fait des erreurs et s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de trouver quelque chose. Donc nous, on est là pour les accompagner et de donner du sens à ce qu'on fait. Aujourd'hui, près de 250 jeunes ont pu bénéficier ou bénéficient actuellement du dispositif Trajectoire. Depuis 2016, une quinzaine d'entreprises partenaires de Proévolution ont décidé de jouer le jeu et c'est une centaine d'emplois qui ont déjà été créés. Une belle réussite pour ce cocktail mêlant sport et monde professionnel. Bon, j'espère que vous avez bien entendu la vidéo jusqu'au bout, parce que c'était pas seulement ludique et sympathique, plus d'une centaine d'emplois créés. Christophe, on vous a entendu en introduction sur le numérique, mais la Caisse a des missions historiques auprès des publics les plus fragiles, donc c'est des missions que vous connaissez bien. Est-ce que ce dispositif vous paraît lui aussi mériter son prix? Soyez sympa, dites-moi oui. Je vais vous rassurer. Oui, ce dispositif largement mérite son prix, puisqu'en fait, il y a deux dimensions qui... pour la Caisse d'épargne sont importantes. Il y a, comme vous le dites, à travers notre fondation et le fonds de dotation, le retour à l'emploi pour des publics plus ou moins éloignés. Nous avons différentes actions en ce sens. Et là, on sent bien, à travers Proévolution, que cette action permet, comme vous l'avez dit, à une centaine de personnes déjà d'avoir retrouvé un emploi. Et ça, c'est déjà fantastique. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est le sport. Parce que le sport est vecteur d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de valeurs. Ça a été très bien expliqué dans la vidéo. Est-ce que moi j'ai trouvé le témoignage de la jeune femme très touchant sur l'estime de soi, sur sa capacité à rebondir. Alors souvent, on voit dans les entreprises le sport, c'est le soutien du sport de haut niveau. Hein. Nous sommes partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais le sport au quotidien, le sport pour tous, c'est aussi important. Et soutenir des athlètes de haut niveau, c'est une chose, mais soutenir des athlètes qui retrouvent
un emploi à travers votre action. Je trouve que c'est vraiment une action qui mérite largement son prix et je tenais à vous en féliciter. Merci beaucoup. Profitez-en pour lancer un petit appel. J'ai entendu à la fin qu'il y avait 15 ou 16 boîtes qui vous avaient déjà rejoint. S'il y en a d'autres dans la salle qui se disent bah, « tiens, ça me ferait pas de mal », comment est-ce qu'on fait ? Faut nous contacter, hein, comme nous on travaille effectivement avec le dispositif Élan Sportif, donc qui s'occupe de trouver ces jeunes en décrochage. Alors on parle de jeunes en décrochage, c'est aussi des immigrés, c'est aussi voilà, d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de trouver cette insertion professionnelle, de les aider. Et nous, Proévolution, on fait le pas donc entre eux et le monde des entreprises. Comme on a un cabinet de recrutement, alors c'est bien beau de dire il faut faire, hein, les beaux discours, on les entend, on les voit. À un moment, il faut passer à l'action. L'action pour nous, mais aussi l'action de prendre la responsabilité de s'engager pour ces gens en difficulté, parce qu'il faut y aller pour un cabinet de recrutement, de dire bah oui, prenez, est-ce que vous avez pensé à prendre un jeune qui était en décrochage ? Et bien celui-ci, on l'a réinséré, entre guillemets, avec un dispositif par le sport et les valeurs du sport qui permettent justement de le faire remettre dans le bon milieu. Et justement, derrière, on voit qu'il y a des très belles histoires, parce que ces personnes, on ne va pas juste les recommander, on va les placer et on va suivre justement comment ça se passe chez eux. Peut y avoir parfois des difficultés, hein. C'est sûr qu'en fonction d'où ils viennent, c'est pas toujours évident, mais derrière, il n'y a que des belles histoires parce que ça fait un rapprochement social. Ça prend et aussi la prise de conscience. Je pense que c'est quelque chose d'important à dire. C'est il y a des mondes différents qui travaillent ensemble. Les faire travailler ensemble, ça ouvre l'esprit de tous, de se dire déjà la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a et de pouvoir travailler ensemble et de développer le collectif, le team building. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter pour... Vous êtes où physiquement, Proévolution ? Alors, Proévolution, on est le siège est à Brunstadt-Diedenheim, mais on a aussi des locaux à Strasbourg, Cacor. Voilà. Christophe, vous n'hésiterez pas évidemment. Je vais vous laisser remettre le prix officiellement. Félicitations. Regardez bien pour la photo, s'il vous plaît. Quand même important de pouvoir frimer après. Merci beaucoup. C'est la limite de Coubertin. L'important, c'est de participer, mais enfin, gagner, c'est quand même mieux. Et last but not least, le trophée sur la vision à 360 degrés. Et pour ce faire, je voudrais être rejointe sur scène par Isabelle Kaufmann. Double pression, Madame Kaufmann, car vous êtes évidemment le dernier obstacle avant le déjeuner. Et le trophée Vision à 360 degrés est attribué à Casapin. Casapin est une entreprise de boulangerie, pâtisserie, traiteur, mettant en valeur des savoir-faire traditionnels. Créée en 2000, l'enseigne compte aujourd'hui 8 magasins situés dans le Grand Reims. Casapin, donc une boulangerie-pâtisserie dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel et de plus innovant, on essaye. Donc boulangerie créée il y a 21 ans, en 2000. Et donc le spectre des travaux et des produits, ça va de la mini-vinoiserie au cocktail et au buffet déjeunatoire. Donc en fait, tout ce que l'on peut trouver dans une boulangerie, nous le faisons 100% maison, avec 100% de produits frais et bruts. Nos différences et nos produits phares, on va dire, c'est le respect de la matière, le respect et l'amour des produits. Depuis de nombreuses années, Casapin mobilise beaucoup de moyens dans la perspective de la démarche RSE. RSE signifie responsabilité sociétale des entreprises et désigne la prise en compte par les sociétés des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. C'est à partir de 2007 que Casapin s'est activement impliqué dans une démarche RSE. Aujourd'hui, et même hier du coup, puisque c'était vers 2015-2016, la centralisation en fait, de Casapin, ça a été dans une démarche environnementale pour pouvoir tout produire en fait, dans un même lieu de production du coup, et pouvoir servir avec notre flotte de livraison, pas avec un service tiers, avec notre flotte de livraison, pouvoir desservir l'ensemble de nos magasins régulièrement, pour pouvoir continuer à apporter cette qualité qui nous tient à cœur depuis aujourd'hui 21 ans.
La chef-tête, c'est une découpeuse à jet d'eau, donc vraiment c'est une machine à pression pour faire une belle découpe et pour optimiser vraiment notre production sur nos différentes recettes, vu qu'on travaille en grosse quantité. Le but, c'est vraiment de limiter au maximum ce qu'on pourrait appeler les chutes. On a une maxime depuis quelques années qui est procurer ensemble au quotidien petits et grands plaisirs gustatifs avec des produits sains et équitables. En fait, dans cette maxime, en fait, on a tout dit. Sur le volet social et sociétal, depuis la création de Cases à Pain, 100% des personnes en apprentissage se sont vues proposer un emploi ou une continuité de cursus. Diverses formations sont également proposées aux collaborateurs et la société s'est engagée auprès de différents acteurs de l'inclusion ou du réemploi. Cases à Pain fait donc des considérations RSE un fil conducteur dans ses pratiques et les résultats sont déjà au rendez-vous. Aujourd'hui, on peut avoir des résultats sur directement la fidélité de nos clients. Et après, on a tout ce qui va être la gestion en fait, véritablement de nos invendus, de nos produits invendus. Là, en termes de résultats, oui, hier, on devait jeter beaucoup de produits. Ça, c'était il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, on recycle au maximum, on réutilise au maximum, on évite le plastique au maximum. On n'a plus de sachets en plastique depuis des années maintenant, avant même que ce soit obligatoire. De nombreux projets axés RSE sont dans les tuyaux de Cases à Pain. En 2021, la société met fin aux couverts en plastique. D'ici 2025, l'entreprise se fixe une réduction de 50% de son émission de CO2 en passant sur un parc automobile électrique avant de viser la neutralité carbone d'ici à 2030. Alors, mauvaise nouvelle, ils ne sont pas à la sortie du forum pour ce midi, pour ceux qui n'ont pas pensé à réserver le déjeuner, mais il y a un autre food truck qui est présent, mais voilà, ils sont rémois, ils ont une excuse. Ça fait partie de la région Grand Est. Isabelle Ladréal, vous soutenez des nombreuses PME, TPE qui sont engagées. Ça correspond à ce que vous pourriez soutenir ? Oui, complètement. On est effectivement très engagé dans les objectifs de développement durable avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment la Chambre des métiers, en lien avec les entreprises. Et merci à Initiative Durable de mettre en lumière avec ces trophées les objectifs de développement durable, parce que ce ne sont pas des orientations stratosphériques comme on peut l'imaginer, mais derrière, il y a des choses vraiment concrètes. Et dans le trophée, dans le projet de l'entreprise qui est récompensé aujourd'hui, Cases à Pain, je peux peut-être illustrer quelques actions très concrètes qui sont en lien avec les objectifs de développement durable. Une action très très importante, c'est l'humain, et on a les salariés de l'entreprise qui participent directement au projet de l'entreprise, donc ça c'est important de le récompenser. On peut également avoir une démarche de longue haleine, depuis de nombreuses années, qui est enclenchée dans la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage, mais également de la vaisselle lavable et non plus jetable plus récemment. Et puis peut-être une dernière illustration très concrète, c'est le souci que vous avez au quotidien de travailler avec du local et notamment auprès de vos fournisseurs. Voilà, je sais que c'est très très ancré chez vous. Voilà, donc très concrètement, oui, on est vraiment très très heureux que ces objectifs de développement durable participent pleinement à l'activité d'une entreprise. Et pourquoi vision à 360 degrés ? C'est parce que l'entreprise en fait s'extrait du quotidien, prend du recul, prend de la hauteur, justement pour avoir une vision globale sur l'ensemble des actions qu'elle peut développer en développement durable. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Je vais vous laisser peut-être remettre le trophée dans un instant, mais peut-être Florian, à la fin de la vidéo, on entendait en ce moment, il y a la COP et il y a des États qui promettent d'essayer éventuellement de sortir du charbon en 2070 ou ce genre de choses. Et à la fin, vous, on entendait deux objectifs qui sont 2025 et 2030, c'est-à-dire demain. Donc motivé, quoi. On essaye, c'est vrai, de se motiver à finir avec tout ce carbone rapidement. L'idée étant vraiment d'arriver très rapidement à cet objectif. Pour vous donner l'exemple, on a eu la chance d'être élu coup de cœur du jury du trophée RSE du Grand Reims, donc un peu plus local. Et ce trophée-là et l'argent qu'il y a eu derrière, donc c'était 30 000 € en fait, qui ont permis du coup d'acheter directement un Jumpy électrique, donc un petit utilitaire qui nous permet de faire nos livraisons. Donc ce que vous avez entendu en fait dans la vidéo qui disait qu'on voulait vraiment rénover et réformer tout notre parc de véhicules, ça a déjà commencé en fait. Et cet objectif de 2025 et de 2030, pour nous, il est atteignable.
et on va essayer de tout faire pour y arriver en tout cas. Eh ben, moult félicitations. Si ce trophée y contribue un peu, c'est super. Isabelle, restez sur la photo s'il vous plaît. Voilà, elle vous a remis le dernier origami de cette cérémonie. Origami qui ont été faits par l'artiste Natalia Lascano. Est-ce qu'on est bon pour la photo? Non? Si? Bougez pas. Souriez bien. C'est bon. Alors vous restez sur scène. Je vais appeler l'ensemble des lauréats à bien vouloir venir monter pour qu'on fasse une petite photo de famille. Vous avez le droit de réserver une dernière salve d'applaudissements pour ce très beau jury. Merci. Très beau palmarès. Merci au jury. Merci aux partenaires. Et pour tout le monde, donc, on a maintenant... On a réussi à sanctuariser la pause déjeuner. Vous pouvez aller déjeuner. Pour ceux qui ne l'ont pas réservé, il y a des food trucks dehors. Et sinon, normalement, vous avez un système de tickets, c'est ouvert. On se retrouve à 14h pour les ateliers.